Clara Moreau se tenait à la lisière du centre d'entraînement d'élite d'Elko, au Nevada, observant en silence les autres candidats s'épuiser sur des exercices qu'elle aurait pu réussir les yeux fermés. À 29 ans, avec des traits fins qui semblaient presque trop délicats pour l'univers militaire, elle portait ses cheveux bruns attachés en queue de cheval et ne se maquillait jamais. Son uniforme temporaire, large et froissé, paraissait flotter sur son petit gabarit, tandis que son badge de candidate civile semblait crier à tous qu'elle n'avait rien à faire là. Depuis 3 semaines, elle était devenue une présence fantomatique parmi eux. Quand les autres marchaient en formation, elle prenait des notes. Quand ils s'affrontaient au corps à corps, elle se contentait d'observer. Quand ils hurlaient des ordres, elle restait muette. Les murmures avaient commencé dès son premier jour et la suivaient comme des ombres dans la chaleur étouffante du désert. Ce n'était pas une simple formation militaire. Il s'agissait de l'Initiative nationale de défense interagence, un programme ultra sélectif destiné à former des agents capables de faire le pont entre opérations civiles et militaires. Chacun des candidats avait gagné sa place à force de longues années de service exemplaires, de diplômes avancés ou de missions exceptionnelles. Tous, sauf Clara, qui s'était simplement présentée un matin avec des papiers que personne n'avait jamais vus sans jamais parler de son passé. Lors des pauses, elle s'asseyait seule, à l'ombre d'un hangar, rédigeant dans un petit carnet qu'elle gardait serré contre elle. Ses gestes étaient précis, efficaces, sans jamais chercher à se faire remarquer. Et dans ses yeux, il y avait cette lueur distante, comme si elle analysait tout à un niveau que personne d'autre ne comprenait. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Le matin où tout bascula avait pourtant commencé comme les autres. Clara vérifiait calmement son équipement près de l'abri quand elle entendit derrière elle des éclats de rire qu'elle connaissait déjà. 3 jeunes femmes, toutes en treillis et impeccables, gloussaient en la regardant du coin de l'œil. La plus grande, une sergente blonde prénommée Camille Delcourt, toujours impeccablement maquillée malgré la sueur du désert, ne se donna même pas la peine de baisser la voix. « Sérieusement, mais qu'est-ce qu'elle fout ici ?» lança-t-elle assez fort pour être entendue jusque de l'autre côté du terrain. On dirait qu'elle auditionne pour une émission de télé-réalité. Les 2 autres éclatèrent de rire, galvanisés par la méchanceté gratuite de Camille. La brune, une caporale nommée Sophie Marshall, ajouta avec un sourire mauvais. « Je parie qu'elle est même pas capable de porter un sac réglementaire. À mon avis, elle s'écroule au bout de 50 mètres. » L'éclat de rire général attira un petit attroupement, surtout de jeunes hommes intrigués par le spectacle. L'un d'eux, trapu et couvert de tatouages militaires, s'appelait Hugo Leclerc. Il la scruta de haut en bas comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Non mais franchement, dit-il en croisant les bras, qui a bien pu la parrainer pour ce programme? C'est sûrement la fille de quelqu'un ?» D'autres hochèrent la tête autour de lui. Un autre soldat fraîchement sorti de formation murmura « C'est censé être une formation d'élite, et il nous ramène quelqu'un qui a plus l'air d'une barista que d'une soldate. » Clara ne répondit pas. Elle rangea son matériel avec la même précision tranquille que toujours. Pas un geste brusque, pas un mot. Mais à l'intérieur, elle sentait déjà la tension monter. Il ne savait pas. Personne ici ne savait qu'elle avait été formée 3 ans plus tôt par un homme que l'armée préférait aujourd'hui, considéré comme une légende morte. Julien Marceau avait fait d'elle la pièce maîtresse d'une opération classée secret défense, Obsidienne Noire. Une mission si secrète qu'elle n'existait même pas sur le papier. 6 agents y étaient partis. Un seul en était revenu, et Clara se réveillait encore parfois la nuit en entendant la voix de ceux qu'elle avait laissés derrière. Elle les portait toujours, invisibles, mais bien présents, tatoués entre ses omoplates, dans un symbole que personne ici n'avait encore aperçu. Ce jour-là, pourtant, elle sentait que quelqu'un allait franchir la ligne. La journée promettait d'être suffocante. Les autres candidats couraient en tous sens pour préparer les exercices de sélection décisifs, ceux qui détermineraient qui resterait et qui serait renvoyé chez lui. Clara, elle, resta stoïque à sa place, attendant les ordres, comme toujours. Mais elle savait, quelque chose allait éclater. La question n'était pas si son secret allait être révélé, mais si elle était prête à en assumer les conséquences. C'est à ce moment qu'apparut le lieutenant Adrien Fournier. À 26 ans seulement, il arborait déjà une confiance d'acier, son uniforme impeccable et son port altier donnant l'impression qu'il croyait lui-même à ses discours. Cela faisait 3 semaines qu'il la surveillait du coin de l'œil et il s'était visiblement déjà fait une idée sur elle
Elle était la faille du groupe, une erreur de casting, un poids mort à éliminer avant qu'il ne mette la vie d'autres soldats en danger. Il aimait repérer les faiblesses, et tout, chez Clara, hurlait faiblesse à ses yeux. « En rang !» tonna-t-il d'une voix qui claqua comme un coup de fouet. Tout le monde se mit aussitôt en formation, Clara comprise, avec une fluidité qui aurait dû intriguer quiconque observait vraiment. Mais Fournier ne voyait pas cela. Il cherchait une cible, et il la trouva évidemment. « Moreau, devant maintenant !» rugit-il. Clara s'avança sans broncher. Elle ne posa pas de questions, ne chercha pas de soutien. Elle marcha d'un pas silencieux, rapide et précis, comme si le sable brûlant n'avait aucune prise sur elle. Quand elle arriva face à lui, elle se mit au garde à vous, le regard fixé droit devant, indifférente aux dizaines de regards braqués sur elle. Fournier tourna autour d'elle lentement, comme un prédateur évaluant sa proie. « Dis-moi, Moreau, » dit-il d'une voix mielleuse qui sentait la mise en scène, « qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de porter cet uniforme ?» Il désigna du doigt sa tenue réglementaire, celle que tous les civils en stage portaient. Ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas un jeu. Cet uniforme, il représente quelque chose. Clara resta immobile, sa respiration calme, ses yeux sans émotion. Mais intérieurement, elle calculait déjà ses options. Elle avait déjà connu des situations où la mauvaise réponse signifiait la mort. Ce n'était qu'un autre test. Fournier haussa le ton. « Regarde autour de toi, Moreau. Chaque personne ici a mérité sa place. Ils ont sué, saigné, prouvé qu'ils en étaient dignes. Et toi, tu débarques nous avec des papiers sortis d'on ne sait où et tu crois que tu es des nôtres ?» Il s'approcha si près qu'elle pouvait sentir son aftershave sucré. « À mon avis, tu n'as pas gagné le droit de porter cette tenue. En fait, je pense que tu devrais l'enlever, ici et maintenant, devant tout le monde. » La surprise figea le terrain. Même les instructeurs semblaient hésiter. C'était cruel, humiliant. Et pourtant, Clara ne broncha pas. Elle ne protesta pas, ne chercha pas du regard une aide qui ne viendrait pas. Elle attrapa calmement la fermeture éclair de sa veste et l'abaissa d'un geste fluide, laissant tomber le tissu au sol. Sous sa veste, elle ne portait qu'un simple débardeur blanc, révélant des bras fins mais marqués de petites cicatrices. Mais ce n'était pas cela qui coupa la respiration du groupe. Quand elle tourna légèrement les épaules, ils virent, là, entre ses omoplates, un tatouage noir finement dessiné, représentant un corbeau aux ailes déployées, tenant un éclair dans ses serres, entouré de 5 étoiles discrètes, le symbole d'une unité que presque personne n'avait jamais vue ailleurs que dans des rapports confidentiels. Et soudain, un silence de mort tomba sur le terrain. Des pas lourds se firent entendre derrière eux, mesurés, porteurs d'une autorité écrasante. Le colonel Étienne Roussel traversait la cour. Il avait tout vu depuis la fenêtre de son bureau et avait lâché son café en voyant Fournier franchir la ligne. 30 ans de service, plusieurs campagnes, décorations de toutes branches confondues. Et pourtant, ce qu'il venait de voir le força à reconnaître quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. De la reconnaissance mêlée à une inquiétude glaciale. Il s'avança, toisa Fournier d'un œil sévère et lâcha d'une voix de tonnerre « Lieutenant Fournier, qui vous a donné l'autorisation de donner des ordres à une opératrice de la division obsidienne ?» Un silence absolu écrasa le terrain. Ces quelques mots, lâchés par le colonel Étienne Roussel, suffirent à glacer jusqu'au plus téméraire. Fournier recula d'un pas, ses yeux s'écarquillant à mesure que ses neurones connectaient enfin ce qu'il avait sous les yeux. La division obsidienne, le nom n'était jamais prononcé à voix haute, même dans les cercles les plus fermés. C'était une légende murmurée dans des salles sécurisées, un fantôme d'opération classifié dont les détails étaient enfouis derrière 7 niveaux de secret. Ceux qui y avaient participé ne revenaient jamais. Ceux qui revenaient ne parlaient jamais. Et là, une de ces ombres se tenait devant eux, dans un simple débardeur blanc, le regard toujours fixe, impassible. Roussel termina sa marche et se posta entre Clara et Fournier. Sa haute stature et ses épaules larges semblaient taillées pour intimider. Mais son regard, lui, ne quittait plus le lieutenant. « Je vous ai posé une question », répéta-t-il, chaque syllabe plus lourde que la précédente. « Qui vous a donné la permission d'humilier publiquement une opératrice relevant directement du commandement stratégique ?» Fournier ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Autour d'eux, les candidats reculaient presque instinctivement, comme s'ils craignaient que la colère du colonel ne les atteigne aussi. Des instructeurs plus âgés s'étaient rapprochés et fixaient Clara avec un mélange d'étonnement et de respect. Eux se souvenaient avoir entendu le nom « Obsidienne Noire » dans des briefings d'urgence. Ils se souvenaient des avertissements « Ne jamais questionner ceux qui reviennent ».
Clara, elle, restait droite, le visage toujours impénétrable. À l'intérieur pourtant, la mémoire revenait brutale. La nuit où elle avait rampé 12 heures dans un territoire hostile pour atteindre le point d'exfiltration. La douleur sourde dans ses épaules alors qu'elle portait le corps sans vie de Julien Marceau pour les 2 derniers kilomètres, refusant de le laisser derrière, même si elle savait déjà qu'il ne respirait plus. Le moment où elle avait compris qu'elle était la seule à rentrer. Ses souvenirs pesaient sur elle comme un gilet de plomb, mais ils la rendaient aussi inébranlable. Puis, alors qu'elle s'attendait à ce que la tension se dissipe, un autre soldat a commis l'erreur de trop. Hugo Leclerc, le jeune homme trapu au tatouage, s'avança, gonflant le torse comme pour se donner du courage. « Avec tout le respect, monsieur », lança-t-il, bien qu'on sentit qu'il n'en avait aucun, « ce tatouage, ça ne prouve rien. N'importe qui peut s'en faire un pour frimer. Comment peut-on être sûr qu'elle n'est pas juste la fille d'un général qui joue à la guerrière ?» Roussel tourna lentement la tête vers Leclerc, ses yeux d'acier brillants d'un éclat dangereux. Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, Clara bougea. D'un geste net, elle attrapa le poignet de Leclerc, détourna son mouvement, et en moins de 2 secondes, il se retrouva face contre sable, le bras tordu dans un angle anormal. Un gémissement douloureux lui échappa, tandis que 2 infirmiers accouraient déjà. Clara se redressa, épousseta ses mains avec calme, reprit son carnet tombé au sol et se remit au garde à vous. Sa respiration n'avait même pas changé. La brutalité sèche et précise de son mouvement avait suffi à faire reculer d'un pas ceux qui la fixaient encore. Roussel hocha la tête presque imperceptiblement. « Médecin, occupez-vous de lui », ordonna-t-il d'une voix glaciale avant de se tourner vers la rangée de candidats. « Est-ce que quelqu'un d'autre remet en question l'autorité et les compétences de l'opératrice Moreau ?» Personne ne répondit. On n'entendait plus que le vent dans les bâches. Le silence avait un goût métallique. Mais la sergente Camille Delcourt, encore rouge d'humiliation, ne comptait pas en rester là. Elle fit un pas, la voix tremblante, mais encore empreinte de défi. Très bien, elle a des compétences, un passé. Et alors, elle se contente de nous regarder depuis 3 semaines. Elle profite de ce programme sans rien donner en retour. Ce n'est pas juste pour ceux qui travaillent dur. Clara tourna enfin la tête vers elle. Ce simple geste suffit à faire pâlir la sergente qui recula d'un pas. Puis Clara ouvrit son carnet et en sortit une feuille, non pas les documents officiels que le colonel attendait, mais une carte tactique annotée à la main, couverte de schémas et de commentaires. Elle s'avança vers une table, la déposa avec soin et prit un stylo rouge. Cette simulation tactique, commença-t-elle d'une voix calme mais étrangement captivante, est utilisée ici depuis 18 mois pour former les officiers. Selon le manuel officiel, la meilleure approche consiste en une attaque en 3 axes avec un appui aérien à la 12e minute. Elle traça les lignes de la stratégie officielle avant de lever les yeux vers Camille. Mais cette solution est fausse. Elle coûtera des vies. Je le sais parce que j'ai dirigé cette mission. En vrai. Sa voix se fit presque un murmure mais glacial. 3 membres de mon équipe sont morts à cause d'un plan conçu dans un bureau par des gens qui croyaient le mieux savoir que nous. Roussel s'avança pour examiner la carte. Les modifications apportées par Clara étaient plus qu'une correction. C'était une réécriture complète du scénario, tenant compte de variables et de menaces ignorées par la version officielle. Ce n'était pas de la théorie, c'était du vécu. Un silence lourd accueillit ces explications. Le colonel sortit discrètement sa radio et parla à voix basse, utilisant des codes que la plupart des présents ne comprenaient pas. Quelques minutes plus tard, des véhicules officiels s'arrêtèrent au bord du terrain. Des hommes en uniforme de cérémonie descendirent, porteurs de mallettes et d'enveloppes cachetées. L'un d'eux remit une enveloppe à Roussel, qui la lut avec gravité avant de redresser la tête. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il avec solennité, sur directive immédiate du ministère de la Défense, l'opératrice Clara Moreau est nommée conseillère tactique en chef de ce centre d'entraînement, avec autorité totale sur le programme et les scénarios opérationnels. » Un frisson parcourut les rangs. Le titre seul suffisait à faire pâlir les plus arrogants. Conseillère en chef, cela signifiait que la jeune femme discrète qu'ils avaient raillée allait désormais évaluer leurs compétences, déterminer leur avenir, influencer leur carrière. Clara hocha simplement la tête. « Merci, colonel, je ferai en sorte que ce programme devienne enfin efficace. » Sa voix avait pris une assurance nouvelle, et quand elle fit face au rang, chacun redressa inconsciemment la tête. « À partir de demain, dit-elle calmement, nous travaillerons sur des protocoles révisés, fondés sur des situations réelles. Les taux de survie actuels sont inacceptables.
Ceux qui réussiront la prochaine phase apprendront à survivre en conditions réelles, pas dans des exercices théoriques conçus pour flatter des égos. Fournier, jusque-là figé, tenta de protester, mais Clara le coupa net, ses yeux perçants fixés sur lui. « Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander », déclara-t-elle. « Vos préjugés ont failli ruiner votre carrière aujourd'hui. Sur le terrain, ce genre d'erreur coûte des vies. » Puis elle se tourna vers le groupe, sa voix désormais inflexible. L'efficacité militaire repose sur la capacité à reconnaître la compétence, quelle que soit sa forme. Si vous êtes incapable de voir la valeur d'une personne qui ne correspond pas à vos préjugés, vous n'êtes pas prêt pour les opérations auxquelles ce programme prépare. Le message de Clara avait laissé une trace indélébile dans les esprits. Le terrain s'était vidé lentement, chacun retournant à ses quartiers, dans un silence pesant, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Mais les conséquences n'allaient pas tarder à tomber, précises, implacables. À mesure que la journée avançait, les carrières commençaient déjà à vaciller. Le lieutenant Adrien Fournier fut convoqué devant un conseil d'enquête dès l'après-midi. Les témoignages s'accumulaient contre lui, détaillant son comportement humiliant, ses ordres déplacés, sa méconnaissance de la chaîne de commandement. Il n'avait pas seulement failli à son devoir de respect envers une supérieure classifiée. Il avait publiquement ordonné à une opératrice relevant directement du ministère de la Défense de se déshabiller en violation flagrante du code de justice militaire. Sa carrière s'effondra en quelques heures sans espoir de retour. La sergente Camille Delcourt découvrit à son tour les conséquences de ses paroles. Des vidéos de ses moqueries à l'encontre de Clara circulaient déjà sur les réseaux internes des forces armées, envoyés jusqu'aux officiers de sa hiérarchie. Moins de 24 heures plus tard, elle recevait ses nouvelles affectations. Un poste permanent en Alaska, sur une base isolée, loin de toute perspective de promotion. Ses supérieurs n'avaient pas hésité. Son attitude toxique et irrespectueuse ne serait plus tolérée. Hugo Leclerc, quant à lui, n'eut même pas le temps de se remettre de son épaule meurtrie. Son geste inconsidéré, tenter d'arracher des documents classifiés à une opératrice protégée par le plus haut niveau de secret, relevait non seulement d'une faute disciplinaire, mais aussi d'une infraction fédérale. Son éviction fut immédiate et définitive. Il quitta le programme sous escorte médicale, boitant légèrement, déjà conscient qu'il venait de gâcher son avenir. Les autres, ceux qui avaient ricané en silence, ceux qui s'étaient tus par lâcheté, virent également leur dossier réexaminé à la loupe. Plusieurs furent rétrogradés ou retirés du programme pour conduite incompatible avec les valeurs du service. Le message était clair, l'armée n'avait pas besoin de faiblesses pareilles dans des situations de combat où chaque décision comptait. Clara suivait ces développements avec le même détachement professionnel qu'elle avait montré sur le terrain. Elle ne tirait aucune satisfaction à voir ses jeunes soldats sanctionnés. Mais elle comprenait. Elle savait que le plus grand danger pour une unité n'était pas toujours l'ennemi extérieur, mais bien ses jugements hâtifs, ses préjugés toxiques, capables de compromettre une mission entière. Il valait mieux en finir ici, et maintenant dans un centre d'entraînement, que d'entraîner un bataillon dans la tombe pour les mêmes erreurs. Le soir même, Clara fut convoquée dans une salle sécurisée. Un écran y diffusait en direct une réunion de hauts gradés, généraux et amiraux, silhouettes imposantes dans des bureaux lambrissés du Pentagone. Le général principal ouvrit la parole, ses yeux plissés d'une expression calculatrice. « Opératrice Moreau ?» dit-il avec gravité. « Votre gestion de la situation aujourd'hui a été suivie au plus haut niveau. Votre analyse tactique a déjà été transmise aux autres centres d'entraînement et validée. Les corrections que vous avez apportées seront implémentées dans les 30 prochains jours. » Clara se contenta d'acquiescer. Les méthodes actuelles auraient continué à coûter des vies, répondit-elle simplement. L'expérience du terrain doit toujours prévaloir sur les théories de bureau. Nous sommes d'accord, répondit le général. C'est pour cette raison que nous vous proposons un poste permanent en tant que directrice du développement tactique. Vous seriez chargée de la révision et de la modernisation des programmes d'entraînement dans toutes les unités spéciales. Clara garda le silence un instant, mesurant le poids d'une telle responsabilité. Cela signifiait façonner des générations de soldats, s'assurer que d'autres n'auraient pas à connaître la même tragédie que son équipe sur Obsidienne Noire. Elle inspira profondément. « J'accepte », déclara-t-elle enfin. « Mais à une condition, j'exige une autonomie totale sur la mise en œuvre des changements. Trop de bonnes décisions ont été étouffées par la bureaucratie. » Le général esquissa un sourire froid. « Accordé. Vos prérogatives seront sans entrave. La procédure administrative sera lancée immédiatement. » Quand la connexion fut coupée,
Clara resta assise quelques secondes, les doigts sur la feuille de notes où elle avait déjà commencé à griffonner des idées. Cette journée, commencée dans la honte et les murmures, venait de la propulser là où elle pourrait vraiment faire la différence. Une opportunité qu'elle n'avait jamais espérée, mais qu'elle était prête à saisir. Dans la semaine qui suivit, le centre Delco changea du tout au tout. Clara ne perdit pas de temps. Elle fit retirer le scénario qui avait coûté la vie à ses camarades et le remplaça par une série d'exercices inédits, directement inspirés de missions réelles. Ces nouveaux tests ne cherchaient pas seulement à évaluer la force physique ou la mémoire des candidats, ils mesuraient leur capacité à improviser, à réfléchir sous pression, à prendre des décisions vitales dans l'incertitude. Les taux d'échec explosèrent, mais ceux qui réussissaient en ressortaient meilleurs, plus aiguisés, plus aptes à survivre. Elle mit aussi en place un nouveau système d'évaluation fondé sur la compétence réelle et non sur l'apparence ou les connexions. Elle repérait ceux qui observaient, qui savaient analyser, qui restaient calmes quand tout semblait s'effondrer. Et pour la première fois, ces profils-là commencèrent à briller. La culture du centre changea elle aussi. Les moqueries, le favoritisme, les préjugés laissèrent de place à un climat plus professionnel où chacun comprenait que la vraie force ne se voyait pas toujours. Dans un briefing mémorable devant les formateurs, Clara leur dit d'une voix posée mais ferme « L'ennemi se moque de vos préjugés. Il ne vous demandera pas si vous trouvez que votre camarade a l'air solide ou fragile. Il attendra seulement que vous sous-estimiez quelqu'un pour frapper. Si vous êtes incapable de reconnaître la compétence quand elle se présente devant vous, alors vous n'avez rien à faire ici. » Ces mots résonnèrent longtemps dans les mémoires. Ceux qui pensaient encore pouvoir s'en sortir grâce à leur nom ou leur charme furent rapidement démasqués. Ceux qui avaient le talent mais pas la prestance furent enfin remarqués. En 6 mois, les résultats étaient déjà là. Les unités formées sous la supervision de Clara enchaînaient les missions avec un taux de réussite supérieur et des pertes réduites. Les autres centres d'entraînement demandèrent à observer ces méthodes. Certains formateurs commencèrent à copier son programme, envoyant même des observateurs du ministère pour en apprendre plus. Et pourtant, pour Clara, le changement le plus important n'était pas celui qu'on pouvait chiffrer dans un rapport. La nuit, elle ne se réveillait plus en entendant les voix de son équipe disparue. Elle sentait enfin que leur sacrifice n'avait pas été vain. Elle avait transformé leur échec en une leçon pour des milliers d'autres. Ce qu'ils avaient perdu servait maintenant à protéger d'innombrables vies. 2 années plus tard, Clara Morrow se tenait dans la vaste salle d'audience d'une commission parlementaire à Washington. Devant elle, un groupe de députés et de sénateurs siégeait derrière de longues tables en bois sombre, les yeux rivés sur les documents résumant son rapport annuel sur l'efficacité des programmes militaires. Sur les écrans derrière elle défilaient des statistiques impressionnantes. Un taux de perte réduit de près de 30% dans les opérations spéciales, un taux de réussite des missions en hausse de 40% et des unités plus préparées que jamais aux réalités imprévisibles du terrain. Mais ces chiffres ne disaient pas tout. Ce dont Clara était le plus fière, c'était d'avoir changé la culture militaire elle-même. Elle avait appris aux décideurs, aux commandants, aux recruteurs à regarder au-delà des apparences. Elle leur avait montré que les plus redoutables opérateurs n'étaient pas toujours ceux qui donnaient l'impression d'être imbattables à première vue, mais souvent ceux qui savaient rester invisibles jusqu'au moment de frapper. Ses recommandations et son programme avaient été adoptés progressivement dans toutes les branches de l'armée. Elle avait personnellement supervisé la formation de plusieurs directeurs d'écoles militaires, réécrit des manuels, inspiré des générations de jeunes recrues à dépasser les préjugés pour chercher la compétence là où elle se cachait. Ce matin-là, devant la commission, elle conclut son exposé d'une voix posée mais ferme. La force véritable se dissimule parfois derrière le silence et l'humilité. C'est notre devoir de la reconnaître et de la cultiver, car sur le terrain, l'ennemi ne nous pardonnera jamais nos erreurs de jugement. La séance fut levée sous une salve d'applaudissements polis et Clara quitta la salle d'un pas tranquille, son attaché militaire peinant à la suivre avec un épais dossier sous le bras. Arrivée à son bureau du Pentagone, modeste mais baignée de lumière, elle s'assit face au mur où trônait un simple cadre. Une photo usée montrant 6 soldats en équipement de combat prise la veille de la mission Obsidienne Noire. 5 visages souriants, confiants. Au centre, Clara sérieuse, les yeux déjà tournés vers quelque chose qu'elle seule semblait voir. C'était la dernière photo où ils étaient tous ensemble. Elle la conservait non pas comme un rappel de leur perte, mais comme un serment silencieux qu'elle renouvelait chaque matin. Rien de ce qu'ils avaient donné ne serait jamais oublié. Chaque protocole mis à jour, chaque formateur instruit,
Chaque jeune soldat mieux préparé était une victoire en leur mémoire. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » dit-elle sans lever les yeux. Un jeune lieutenant entra, visiblement intimidé, et déposa sur son bureau une chemise marquée du plus haut niveau de classification. « Madame, nous venons de recevoir une demande du comité des chefs d'état-major. Il souhaite que vous examiniez les protocoles de préparation pour une nouvelle opération classifiée. » Clara leva un sourcil et prit le dossier, pesant dans sa main la responsabilité qu'il contenait. « Quel est le délai ?» demanda-t-elle. « 72 heures, madame. L'opération est programmée pour le mois prochain. » Elle hocha la tête et le congédia d'un geste. Une fois seule, elle ouvrit le dossier. À mesure qu'elle lisait les détails de la mission à venir, ses yeux sombres se plissèrent légèrement. Elle retrouva aussitôt ce sentiment familier, ce mélange d'urgence et de froide lucidité. La mission comportait des risques considérables, trop si l'équipe n'était pas préparée. Mais cette fois, elle avait les outils qu'il fallait, elle avait les méthodes qu'elle avait conçues, testées et perfectionnées. Elle pouvait faire en sorte qu'aucun soldat ne vive ce qu'elle avait vécu sur Obsidienne Noire. Elle attrapa son stylo et commença à annoter la marge des premières pages. Ses remarques étaient concises, chirurgicales. Chaque correction, chaque modification, chaque observation était une décision capable de sauver une vie, d'éviter un échec, d'empêcher que d'autres familles ne reçoivent ce coup de téléphone qui les briserait. Elle avait été autrefois la jeune femme qu'on humiliait sur un terrain poussiéreux, sous-estimé et raillé. Aujourd'hui, elle modelait la doctrine militaire la plus puissante du monde. Le tatouage discret, entre ses omoplates, restait caché sous son chemisier impeccable. Mais son symbole résonnait désormais bien au-delà d'elle. Dans les écoles militaires, dans les académies d'officiers, jusque dans les rangs des forces spéciales, des rumeurs circulaient. Certains demandaient à se faire tatouer des versions stylisées du corbeau noir et des 5 étoiles. Très peu comprenaient ce que cela signifiait vraiment. Car ceux qui avaient mérité ce symbole savaient une chose. La véritable force ne se crie pas. Elle se prépare en silence, elle frappe quand il le faut, et elle disparaît aussitôt, la mission accomplie. Clara Morrow avait appris cette leçon dans la poussière brûlante du Nevada, un matin où on avait voulu la déshabiller de sa dignité devant tous. Elle l'avait gravée dans sa chair et dans son esprit, et elle avait prouvé à toute une armée que les apparences pouvaient être mortelles. Aujourd'hui, grâce à elle, ils étaient tous plus forts, et la légende de la division obsidienne vivait, portée par ceux qui avaient appris à voir la force là où elle se dissimulait et à la révéler quand le moment venait de tout changer. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.